sur la vidéosurveillance ayant filmé la scène, laquelle était restée à l'heure d'hiver. Un fidèle, venu préparer la salle pour la prière de midi, découvrait vers 11h15 le corps en sang de la victime au sol sur le tapis de prière. Il s'approchait et s'apercevait à la prise de pouls que l'homme était décédé. Il contactait un ami, puis les secours. Les militaires du groupement de gendarmerie du Gard et la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes, puis les divisions de la criminalité organisée et spécialisée des commissariats de police de Nîmes et de Montpellier, étaient co-saisis du dossier. Rapidement, l'analyse de la vidéosurveillance de la mosquée permettait de voir l'auteur des faits et sa future victime, arrivée elle vers 6h du matin, dans la salle de prière. Les vidéos extérieures permettaient, elles, de voir l'agresseur arriver à 8h45 à vélo, dans la rue déserte, passer le niveau de la mosquée sans s'arrêter, puis revenir sur ses arrières et poser son vélo contre le mur avant d'entrer et de rester 4 minutes dans la mosquée. Établissement ouvert de 5h à 22h30. Il en ressortait à 8h49, prenait le temps de s'asseoir sur un banc à l'extérieur et de consulter son téléphone portable avant d'entrer à nouveau. Des échanges verbaux de 9h11 à 9h14 entre la future victime et le futur agresseur laissaient penser que la première donnait des instructions au second. À 9h14, tandis que la future victime s'agenouillait et s'abaissait front au sol pour prier, l'auteur venait se positionner à l'arrière, puis sortait un couteau d'une lame d'environ 10 cm de sa poche arrière et lui portait une vingtaine de coups, en commençant au niveau du cou, puis sur le corps. Il s'éloignait et revenait porter une nouvelle salve de coups. À 9h15, il sortait son téléphone portable, le positionnait en direction de la victime plusieurs secondes et lui assénait à nouveau des derniers coups de couteau en semblant continuer à filmer, avant de finir par sortir de la salle et de quitter les lieux à vélo. Les premiers éléments conduisaient à exclure l'hypothèse d'un meurtre entre personnes de même confession. En outre, aucun des témoins entendus par la suite et ayant visionné les images de vidéosurveillance ne reconnaissait l'individu porteur des coups de couteau, qui n'était pas un fidèle de la mosquée. L'autopsie diligentée permettait de constater la présence de 57 plaies par objet tranchant à l'origine du décès. Le même jour, les forces de sécurité intérieure étaient avisées de l'existence d'une vidéo réalisée par l'agresseur lors de son crime et qui avait brièvement circulé sur un réseau social. 2 interlocutrices avaient en effet eu la présence d'esprit de rapidement signaler les faits à la gendarmerie. La première jeune femme évoquait avoir intégré avant la période des faits, puis avoir été bannie d'un premier groupe à la main de l'agresseur sur le réseau Discord, bannie pour avoir osé critiquer des vidéos mises en ligne par des personnes se scarifiant en direct. La seconde, amie de la première, évoquait un malade mental qui avait des fantasmes ou propos extrêmes sur des envies de viol de femmes, de meurtre ou de viol de cadavres, et ce déjà 1 an en amont, et qui se décrivait ensuite comme schizophrène en évoquant le meurtre tout juste commis. Toutes deux avaient dénoncé sur la plateforme Pharos les contenus des vidéos de scarification publiées en ce temps-là sur TikTok, ce qui avait conduit à un bannissement de l'intéressé de la plateforme. 2 jours avant les faits, elles avaient en outre fait un signalement Pharos vis-à-vis du serveur Discord au regard des propos préoccupants de passage à l'acte à venir, tout en conservant le contact avec le futur agresseur pour tenter de maintenir le lien et avoir les renseignements pour les autorités.
serveur avait été supprimé pour cause d'incitation à la haine. De nouveaux profils lui avaient permis de poursuivre ses activités et de diffuser le film de son passage à l'acte, relayé via Instagram vers 9h15. La témoin principale précisait qu'il avait annoncé en amont qu'il allait s'en prendre physiquement à quelqu'un, sans préciser ni qui, ni où, et sans faire référence à une ethnie ou une religion, épris d'une volonté farouche de tuer quelqu'un et à défaut de se suicider, le tout comme un acte libérateur. Elle avait vainement tenté de le dissuader de passer à l'acte peu avant les faits. Sur les postes de son téléphone portable, on trouvait trace de la conversation suivante. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire dans la rue. Tu le connais? Réponse. Qui? Non. Et l'agresseur de poursuivre. Je vais m'attaquer à la mosquée? Point d'interrogation. J'ai pas trop d'idées. Une fois sur le site, il est noir. Je vais le faire. Sur le film des faits, elle précisait avoir entendu une voix d'homme dire quelque chose comme « Je l'ai fait. Ton Allah de merde, je lui ai planté ses fesses et je vais être arrêté, c'est sûr, car il y a une caméra. » Il avait en outre déjà évoqué qu'après avoir tué quelqu'un, ou il se suiciderait, sans dire comment. Ou alors, il quitterait directement l'Europe. À l'issue de la scène filmée, l'auteur indiquait par message écrit à son public choisi en ligne et qu'il remerciait de l'avoir suivi sans qu'on puisse néanmoins déterminer s'il y avait réellement du monde à l'autre bout, qu'il allait se changer, se couper les cheveux pour cacher les preuves, puis qu'il fallait qu'il commette 2 nouveaux faits pour devenir alors un tueur en série. Ces éléments permettaient d'identifier l'auteur présumé comme étant un homme né le 19 octobre 2004 à Béziers, âgé de 20 ans, de nationalité française, inconnu jusque-là des services de police ni de justice, et domicilié sur le secteur de la Grande Ronde. Il était fils d'un couple vivant avec 11 enfants, chrétiens non pratiquants. Son frère, qui le déclarait très actif sur les réseaux sociaux, indiquait qu'il ne le connaissait pas violent et ne l'avait entendu qu'une seule fois déclarer ne pas aimer les musulmans, parce qu'Allah était un faux Dieu, et qu'il avait acheté une dague d'environ 3 mois en amont. Les enquêteurs constataient rapidement qu'il avait pris la fuite après avoir changé son apparence. Un oncle alerté sur les problèmes mentaux de son neveu en lien avec sa pratique des réseaux sociaux. De très nombreuses investigations techniques permettaient de reconstituer son parcours. Après être passé par l'Hérault, il prenait la fuite vers l'Italie et il se rendait finalement à la squadra mobile de Pistoia le dimanche 27 avril 2025 dans la nuit. Il était déposé par un véhicule conduit par un tiers. Lundi 28 avril 2025, une information judiciaire était ouverte au tribunal judiciaire de Nîmes en vue de la diffusion d'un mandat d'arrêt européen en urgence par le magistrat instructeur, mandat d'arrêt anticipé dans la nuit par le substitut du parquet d'Alès. Les faits de meurtre aggravés par la préméditation et par la circonstance de commission à raison de la race ou de la religion, visant l'article 132-76 du Code pénal, ainsi que des faits de soustraction d'un criminel à des recherches ou à son arrestation, étaient visés dans l'acte de saisine du magistrat instructeur par le parquet. Cette ouverture sous double circonstance aggravante conduira le magistrat instructeur à procéder aux investigations afin d'établir dans quelle mesure l'acte et le choix de son lieu ont été induits par la religion, les origines de la victime et ou toute autre cause. Conformément à la procédure d'entraide pénale internationale, le mis en cause actuellement retenu par les autorités italiennes a comparu mercredi 30 avril devant la Cour d'appel de Florence en Italie, qui a confirmé la mise à exécution par procédure simplifiée de remise à la France